Eh bien, bonjour à tous. Donc, comme je l'indiquais, je suis content que vous soyez encore présents devant ce deuxième webinaire parce que c'est vrai qu'on a eu de la chance en juillet lors de notre premier webinaire qui était dédié à la morpho et qu'il y avait beaucoup de personnes qui y ont assisté et cela nous a motivés pour réaliser un deuxième webinaire qui là sera totalement dédié à Crime 3.0, qui est un logiciel que nous avons mis au point. Vous voyez, l'installation, il y a encore 5 minutes, on était en train d'arriver. Donc là, voilà, je pense que vous m'entendez peut-être un peu mieux. J'ai essayé de prendre un micro. Ça devrait être un peu mieux au niveau de l'écoute. Donc là, je vais vous parler de Crime 3.0. C'est une application informatique que je vais vous présenter donc aujourd'hui qui propose une modélisation 3D de n'importe quel lieu, bien sûr, un peu comme toutes les modélisations 3D, en y intégrant bien sûr les constatations initiales, mais aussi tout un ensemble de choses que vous pouvez peut-être retrouver dans d'autres modélisations, mais vous verrez qu'on a quand même quelques particularités. Et pourquoi l'avoir mis au point? Tout d'abord pour y mettre mes conclusions de morpho, mais on s'est vite rendu compte qu'on n'était pas limité aux conclusions de morpho. Donc pour vous présenter cela, je vais d'abord, voici le plan avec tout d'abord un état des lieux de la modélisation 3D en criminalistique et en France. Je n'ai pas la prétention de parler pour d'autres pays et même en justice au civil, c'est sûrement très différent. Ensuite, je développerai les techniques que nous avons mis en marche, que nous avons développées pour nos modélisations 3D. Ensuite, j'aborderai la réalité virtuelle, qui est une des continuités logiques de Crime 3.0, pour finir par présenter ensuite les résultats de quelques applications en morpho-analyse de traces de sang, avant de conclure en vous présentant un peu conclure sur ce qui se fait aujourd'hui, mais sur aussi ce que l'on envisage de faire à moyen et court terme. Tout d'abord, la modélisation 3D en criminalistique en France. Tout le monde connaît Faro et Leica. Ce sont les deux leaders incontestés aujourd'hui dans la modélisation 3D. Et vous voyez, de partir comme ça si vite, j'en oublie comme quelques éléments importants. Vous pouvez bien sûr poser toutes les questions que vous souhaitez. Pour cela, je vous demande de les indiquer sous l'onglet discussion, je crois, ou conversation qui est du groupe Zoom, et les partager avec tout le monde. J'ai mon assistant Géraud qui est là et qui va récolter toutes vos questions et j'y répondrai soit au fur et à mesure, soit à la fin. Parce que si on les pose tendance, ça risque de créer un brouhaha qui va être difficile à gérer. De la même façon, à cause de ce brouhaha, si vous pouviez, mais je vois que c'est à peu près le cas pour tout le monde, coupez vos micros, parce que ça aussi, ça crée des problèmes sur Zoom. Donc voilà, cela dit, revenons sur l'état de l'art en modélisation 3D. J'indiquais donc que Faro et Leica étaient vraiment les leaders, tout le monde les connaît dans le domaine de la modélisation 3D en France et en criminalistique. Faro est très connu et le principal fournisseur des services tant de gendarmerie que de police. Mais dans ces deux entités, en fin de compte, vous avez des personnels formés et du matériel dédié, mais qui sont regroupés essentiellement dans les services centraux, avec pour la police nationale aussi un équipement présent, je crois savoir, au niveau des régions, au sein des SRIJ. Je ne sais pas s'il y a le personnel formé, mais il y a au moins l'équipement, au moins ici, nous, dans les Bouches-du-Rhône, le SRIJ est équipé. Après, je ne sais pas si c'est le cas encore de tous les SRIJ, mais on sent au sein de la police d'étendre ce matériel, de le déconcentrer, en fait, qu'on ne pas rester qu'aux services centraux. La gendarmerie, à ma connaissance, c'est toujours au sein de l'IRCG. Je sais que Nice a aussi un équipement, mais ils ont eu l'intelligence de le demander à leur maire et le maire leur a fourni le matériel, leur a payé le matériel. Donc là, c'est vraiment, ils ont eu une occasion en or et ils s'en sont occupés, mais c'est totalement en dehors des clous, on va dire. Mais revenons donc à Faro et Leica. C'est deux noms différents, mais des techniques très similaires. On est vraiment dans la même méthode d'emploi. Et quelle méthode d'emploi? C'est des équipes dédiées, comme je l'indiquais, qui sont obligées de se déplacer sur les lieux pour modéliser les lieux et c'est surtout pour acquérir toutes les données qui vont être nécessaires à cette modélisation.
l'acquisition de données, on va parler de nuages de points. Mais pour cela, il est indispensable qu'il se déplace sur les lieux avec le matériel que vous pouvez voir en photo. Moi, je compare souvent ça à un cerveau. Vous avez les deux hémisphères. Et au centre, il y a une lentille avec un laser qui va être jeté, on va dire, dans toutes les surfaces, dans tous les angles à 360 degrés, tout autour de la zone qui est à l'intérieur de la totalité de la zone qui va être modélisée. Donc, pour obtenir ces datas, il faut qu'ils utilisent ce matériel. Ce matériel est posé sur un trépied. Ils vont réaliser une station, c'est-à-dire ils vont placer le trépied à un endroit. Le laser va faire un 360, va récupérer tout un ensemble de points qu'on appelle le fameux nuage de points, mais il n'est capable de se lancer qu'aux endroits qu'il voit, bien sûr. Et donc, si vous avez un derrière de table, un derrière de chaise ou alors d'autres pièces, et vous devez faire de nouvelles stations, donc déplacer ce trépied avec le matériel et refaire un scanner, et ainsi de suite. Vous allez faire N stations qui vont étoffer ce nuage de points, vous permettant de faire là ou les pièces ou la maison, voire même un extérieur de ce que vous voulez en tout cas modéliser. La façon de travailler, c'est qu'en fait, donc le laser est envoyé et la machine calcule le temps de retour. Et le temps de retour lui permet d'avoir les dimensions. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut absolument que la machine se déplace et elle ne fait que ce qu'elle voit. Donc, ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle voit au moment où elle est employée. C'est-à-dire que si les techniciens arrivent, aller au mieux dans la journée des premières constatations, ils vont avoir ce qu'ils ont vu après les premières constatations. S'ils arrivent X temps, une semaine, 2 jours, une semaine ou plus tard, après les premières constatations, ils n'auront bien sûr que ce qu'il leur est encore présenté, c'est-à-dire les constatations sont menées, il y a peut-être des perquisitions qui ont été menées. Dans le pire des cas, ça a peut-être été même visité par des personnes étrangères à l'affaire. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'elle ne peut modéliser que ce qu'elle voit et non pas ce qui était visible lors des toutes premières constatations. Ou alors, il ne faut rien faire et attendre que les services centraux envoient une équipe pour faire. Mais ça, c'est quand même assez difficile. Je connais un endroit où ça a pu être fait, c'était la Chevaline, mais on s'en mord les doigts encore après parce qu'il y avait malheureusement encore une personne vivante dans le véhicule et du coup, ça n'a pas aidé à son traumatisme. Donc là, le nuage de points est acquis par la machine. Un technicien formé pour cela va traiter ce nuage de points pour réaliser la modélisation 3D qui sera alors fournie à l'utilisateur, dans laquelle il pourra se déplacer, mais pas librement. Il pourra se déplacer, il va se translater en fait d'une station à une autre. C'est ce que je vous indiquais, il faut qu'il y ait plusieurs stations pour modéliser un endroit et les points de vue seront ces différentes stations. D'où l'intérêt de bien réfléchir à l'endroit où on va faire ces stations parce que ce seront des lieux que l'utilisateur va être obligé de tenir, des endroits où l'utilisateur va être obligé de se tenir pour voir la scène. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'ordinateur de l'utilisateur doit avoir une certaine configuration, une certaine puissance, mais aussi qu'il y a des logiciels qui sont spécifiques au visionnage de ces modélisations. Cette situation que j'ai commencé à connaître au tout début des années 2000 ne m'a jamais vraiment comblé. Quand j'ai vu arriver Faro, ben oui, c'était bien, mais il y avait quelque chose qui me gênait. Déjà, le fait d'être bloqué, ça me gênait. Le fait qu'on ne puisse pas avoir au plus près de la découverte de la scène, ça me gênait aussi. Donc tout ça a fait que, ben, on va dire diplomatiquement, ça n'a pas comblé mes attentes. Ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Il a bien fallu du temps. Et puis en plus, vous voyez, il faut que ce soit des personnels formés. Voilà, il y a plein de choses qui ont fait que ce que je viens de vous dire a fait que Faro et Leica proposent des systèmes très intéressants, mais qui ne convenaient pas à l'utilisation que moi je voulais en faire. Il m'a fallu de nombreuses années, parce que je dirais presque une vingtaine d'années, pour que j'arrive à trouver une solution à cette situation. Et cette solution, ben, on l'a développée l'année dernière par un outil qu'on a appelé Crime 3.0. C'est que maintenant, je vais vous présenter, qui, là, encore aujourd'hui, semble combler toutes mes attentes. Pour vous le présenter, je vais d'abord redéfinir, mais vraiment très brièvement, qu'est-ce que la modélisation tridimensionnelle, qui est son véritable nom, mais que tout le monde appelle une modélisation 3D. Ben, c'est une représentation mathématique de tout.
d'un objet, d'un volume, d'une personne, en fin de compte de n'importe quoi, mais c'est surtout une représentation mathématique qui est réalisée à partir de un ou plusieurs algorithmes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec les ordinateurs que nous avons, n'importe quelle forme, qu'elle soit courbe, qu'elle soit vraiment très originale, eh ben, l'ordinateur n'a aucun problème à trouver l'algorithme, le ou les algorithmes mathématiques qui permettent de la créer en 3 dimensions au niveau de l'ordinateur et que cela soit fluide pour l'utilisateur. Mais ça, d'accord, ça c'est la modélisation. Des algorithmes qui permettent de voir tous les objets. Mais comment ça s'applique chez nous? Parce que oui, on n'a pas. Qu'est-ce qu'on a comme matière première? Ben, chez nous, il faut déjà savoir, et on le sait tous, quoi, les objets à modéliser sont avant tout ce qu'on appelle la scène de crime, la scène de fait, la scène d'infraction, qui se trouve soit à l'intérieur, soit à l'extérieur d'une maison, et potentiellement on peut y ajouter des personnes, au minimum les victimes. Voilà les éléments qu'on va devoir modéliser. En ce qui concerne l'auteur ou celui qui peut être l'auteur, le plus souvent, ça va être les déclarations de témoins qui vont dire « j'ai vu une personne de telle taille qui a fait tel mouvement ». Bon, ces déclarations peuvent faire l'objet d'une modélisation et d'une insertion dans l'endroit qui a déjà été modélisé. Mais ces données, on les a où? On les a bien sûr en se déplaçant, comme on peut le faire avec Faro et Leica, mais on les a avant tout, et depuis très longtemps, dans la procédure elle-même. Dans la procédure, on a, selon qu'on est en police ou en gendarmerie, on a le rapport technique police, on a la planche photographique de gendarmerie, et on a les procès-verbaux de transport qui décrivent déjà, qui sont précis, qui nous donnent un maximum d'informations. D'où la question que je me suis posée, pourquoi me déplacer sur les lieux, puisque j'ai déjà ça comme données qui me décrivent au mieux les lieux, et en plus, au moment où ils ont été découverts. Donc, ce que nous, on fait, on se base sur ça. On se base sur la procédure, c'est-à-dire ce que les services d'enquête et techniques ont pu enregistrer dans la procédure à travers les rapports qu'ils ont rendus et les clichés qu'ils ont pu prendre. Alors, si la plupart concernent des affaires récentes, comme vous pouvez le voir ici, on voit, c'est suffisamment écrit, on voit en plus que c'est les Bouches-du-Rhône, mais on voit que vu le style d'écriture, c'est assez récent. On voit que sur celui d'à côté, la Légion de Picardie, qui, si je ne me trompe plus, la Picardie n'existe plus comme région, est beaucoup plus ancien, parce que là, je peux vous parler d'un document des années 80. Mais peu importe, l'un comme l'autre nous décrivent les lieux tels qu'ils ont été vus par les premiers intervenants, police ou gendarmerie. Ce que nous, on va faire sur ces documents, on va les vérifier. Ce sont nos données de départ. On va travailler avec Crime 3.0, on va travailler sur ces données-là. Mais comme ces données-là n'ont pas pour vocation d'être mises dans une modélisation, on va déjà vérifier ces données. On va d'abord tout vérifier. Et vous voyez, la première donnée, ça va être ce style d'information. Vous vous doutez que c'est lié au vieux rapport technique que vous voyez tout à l'heure. Vous voyez, c'est défilé tout un ensemble de plans qui sont systématiquement annexés aux procédures criminelles et que l'on retrouve. J'ai toujours retrouvé des plans. Alors, les plans, ils sont de tout type. Vous avez des plans qui sont très brouillons, mais qui sont peut-être brouillons, mais dans lesquels il y a quand même des indications, qui sont peut-être plus au propre, avec des informations qui sont parfois très peu importantes, d'autres sur plusieurs pages où il faut déjà réussir à relier l'ensemble pour avoir une réalité en 2 dimensions, mais sur lequel il y a aussi le même type d'information. D'autres où vous avez peut-être l'endroit des prises de vue, une échelle, mais rien d'autre. Oups. Et d'autres où vous avez là un maximum de données. Il n'est peut-être pas pris à l'échelle, mais les données sont sur le plan et permettent déjà de se donner une idée de l'appartement. Déjà, ces données-là, nous, on va les vérifier. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des erreurs, une erreur de cote, une erreur quelconque, ou alors, quand c'est manuscrit, on n'est pas capable de lire réellement, ou tout simplement, voilà, on va au moins valider l'ensemble des données qui nous sont apportées. Quand c'est des dossiers récents, c'est assez simple, parce que vous avez à la fois les plans, mais également les photos. Et lorsque vous avez une dimension, vous allez repérer ensuite sur les autres dimensions, après l'avoir vérifié sur les photos, sur les autres dimensions, si elle se répercute, si elle va nous donner si elle est réaliste, ou si par hasard elle pourrait être erronée et que du coup, il faut tout recalculer. Et là, c'est d'autant plus facile que nous, on va aller se rendre sur les lieux, parce que la plupart du temps, il ne faut quand même pas
faut quand même pas se mentir, la plupart du temps, quand on fait pour l'instant une modélisation crime 3.0, nous aussi, nous nous déplaçons pour faire une morpho. Donc, lorsqu'on voit qu'il y a des dimensions ou des clichés qui manquent, ben, lorsqu'on se rend sur les lieux, on vérifie ou on prend cette mesure et on fait le cliché qui peut manquer pour compléter les données que nous avons. Lorsqu'il s'agit de call case, ben là, l'accès aux données devient beaucoup plus difficile et on peut, par contre, des fois demander aux familles, bien sûr par l'intermédiaire du magistrat, si on peut avoir des informations sur les lieux tels qu'ils étaient au moment de ce call case. Et en tout cas, ce premier acte va être, le premier, c'est la récolte des données, le deuxième, c'est la vérification de ces données et ce qu'on appelle les data pour commencer ensuite notre modélisation 3D, les vérifier et les valider. Lorsque toutes ces données sont validées, nous commençons. On commence en 2D. On va tout d'abord tout redessiner en 2D, bien sûr avec des outils informatiques. On va redessiner en 2D et on va très vite récupérer sur les clichés la texture ou les textures de ce qu'on est en train de faire en 2 dimensions et on va tout de suite les accoler pour qu'on ait immédiatement une vue de l'objet. Comme vous pouvez le voir ici, c'était les portes de cette armoire qui étaient dans la salle de bain. Ensuite, quand on les a en 2D, les objets, il est très simple après de les épaissir pour avoir une vision 3D de l'objet. Là, je vous présente des objets, mais c'est exactement la même chose pour les murs. Après, on parlera de la même chose pour les murs, les plafonds, les sols. On fera exactement la même chose. Et si les plafonds et les sols, nous n'avons pas besoin d'épaisseur, pour les murs, oui. Donc, on est vraiment similaire. On va bien sûr commencer par ces structures qu'on va souvent élever à partir des plans qui nous sont fournis. Et ensuite, à l'intérieur des murs que nous avons construits, on va y insérer les meubles que l'on juge importants et qui sont, on va dire, les meubles, le mobilier immobile. C'est un peu une contradiction, mais vous comprendrez bien qu'il est plus difficile de bouger un buffet qu'une table basse ou une chaise. Donc, si tout cela forme l'immobilier, quand même le mobilier, pardon, les meubles comme les buffets sont très difficilement déplaçables, donc eux, on les insère immédiatement. Là, voilà. Donc, les murs, plafond, sol, ensuite les pièces de mobilier et enfin les objets. Les objets sont exactement comme les pièces de mobilier, avec la particularité qui est importante à mon avis, c'est que là, les éléments, les objets que nous allons insérer dans la modélisation, c'est nous qui les choisissons. Ou on nous demande de les mettre. Mais en tout cas, on ne remet pas tout ce qui a été vu sur place, on ne remet que ce que l'on décide d'y apporter, de mettre dans les lieux ou ce que l'on nous demande de mettre dans les lieux. Pourquoi? Parce qu'il y aura la possibilité pour l'utilisateur d'interagir avec ce matériel. Par exemple, là, vous avez un couteau. Et bien, celui qui sera en train de visionner la modélisation devant son ordinateur pourra récupérer ce couteau pour avoir une action quelconque. Et c'est encore plus vrai lorsqu'on est en réalité virtuelle, que j'aborderai après, où imagine un couteau qui a pu servir au fait, l'agresseur qui est en réalité virtuelle peut dire j'ai pris le couteau qui était sur la table et il pourra réellement prendre le couteau. Donc voilà, il est tout à fait intéressant de savoir que nous choisissons les objets parce qu'il y a toujours la possibilité d'interagir, d'avoir une interaction entre l'utilisateur et l'objet que nous avons choisi d'y mettre. Et l'objet que nous choisissons d'y mettre, il n'y a pas de limite. On n'a pas de limite. Pardon. On n'est pas obligé d'en mettre que 5, 10, 20, on en met le nombre qu'on veut. Mais pour éviter un peu un surnombre d'objets, on choisit les objets. Donc, vous voyez, tout d'abord en 2D et à la fin, l'objet sera en 3 dimensions, tel qui est très proche, tel qu'il était au moment comme on l'a trouvé sur les lieux. Là arrive ce qui arrivait quand je répétais, ma souris semble extrêmement sensible, donc des fois prendre l'avance sur moi. Mais donc, elle veut déjà que je vous parle des traces de sang. Parce que là, si je vous ai donc modélisé les murs uniquement en 3D, hop, à partir des plans, ensuite les pièces de mobilier en y collant les textures, on a aussi collé les textures bien sûr sur les murs, ensuite en choisissant les objets que l'on décide de poser sur les meubles, au sol, où ils se trouvaient sur les constatations, qui sont documentés par les clichés qui permettent de vérifier tout cela, arrive
le dernier élément qui est quand même le plus fréquent pour moi, c'est d'y ajouter aussi les traces de sang qui souillent cet endroit. Alors pour ces traces de sang, on a deux sources d'informations. On a les clichés des constatations initiales, mais aussi assez souvent nos clichés que nous faisons également lorsque nous nous déplaçons. Là, comme celle-ci, là, vous avez sur une baignoire une trace de sang assez importante. Donc, l'opérateur, le technicien qui fait la modélisation selon CRIM 3.0 va prendre ce cliché, va redessiner les traces de sang sur la trace de sang et ensuite extraire ce qu'il vient de construire. Et c'est là qu'il a la trace de sang qu'il pourra poser sur la pièce de mobilier baignoire qu'il aura recréée dans la salle de bain. Là, je vous ai rapidement montré ce qu'était la modélisation 3D, la méthode pour CRIM 3.0. Maintenant, je vais vous la résumer sur une salle de cours, sur une salle une de mes salles de cours. Cette salle, c'est le Vallon des Aufs. Ah là 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 là. On est au Fort d'Antôme, au centre de Marseille. Vous avez donc le Fort d'Antôme qui nous a fourni un plan de la zone où il y a les salles de cours. Et moi, à main levée, là c'est mon écriture, j'ai fait le plan de la salle du Vallon des Aufs. J'ai également fait tout un ensemble de clichés qui m'ont permis de faire la modélisation 3D des lieux. Vous voyez, on a d'abord construit les murs qu'on a refait sur le plan directement. Et ensuite, on a inséré, grâce aux photos, tout un ensemble de données qui apparaissaient essentiellement sur les photos. Vous avez même la vue, ce fort d'Antôme, mais en fin de compte, est dans le vieux port. Et il n'est pas dans l'eau, mais il donne vraiment l'impression qu'il est dans l'eau. Et donc, de la fenêtre du Vallon des Aufs, on voit le fort Saint-Jean qui est de l'autre côté. Et pourquoi il y a une vue aussi importante? Parce que comme c'est une vue à 360, et quel que soit l'endroit où on se met à la fenêtre, on doit être capable de voir ce qu'il est possible de voir à partir de ce point de vue-là. Le couloir qui est ici, vous le retrouvez ici et vous le retrouvez ici. Voilà. Et là, vous avez différentes vues qui sont des vues extraites lorsqu'on a modélisé ces lieux et qui montrent comment on travaille. L'ensemble de clichés, c'était pour vous montrer comment on monte cette modélisation 3D. Les lieux sont maintenant en 3D. On y a mis dedans, vous voyez, les murs y sont. Les pièces de mobilier les plus immobiles y sont également, les objets y sont. Mais maintenant, il faut parler des personnes. Parce que les personnes, on a aussi des informations. On va d'abord parler de la victime, parce que la procédure elle va nous donner directement où se trouvait la victime et des informations sur la taille, le poids de la personne, mais aussi sur les vêtements, et qui vont nous permettre de facilement la placer, parce qu'on a tout sur les clichés. À propos des autres personnes, on va parler peut-être de l'agresseur, mais d'autres témoins, les déclarations, on a souvent des renseignements à travers les déclarations des témoins, mais aussi parfois à travers les conclusions d'éventuelles expertises. Maintenant, revenons sur les 4 clichés que vous avez ici. Tout d'abord, celui qui est en haut à gauche. Le mis en examen, qui s'avère être celui-ci, a déclaré au juge, j'étais présent, qu'avant les faits, il discutait et buvait dans la salle avec son ami, qui est le frère de sa future victime. Ce mise en examen, et c'est celui-ci, il dit chacun, on était là, on a bu, on était dans la salle, on était assis tel que celui-ci. Donc il m'a été assez simple de modéliser l'endroit, puisque les deux personnes étaient vivantes, j'avais leur biométrie, chacun m'a décrit, chacun surtout le mise en examen m'a décrit sa tenue, et donc on l'a mis en place. En haut à droite, dans sa tenue, là on voit un haut rouge et on distingue un bermuda en jean. En haut à droite, c'est le même. Il est là, mais il n'a plus son haut parce qu'il va dire qu'il l'a retiré. Il l'a retiré dans la chambre de son ami avant de s'endormir, mais ensuite il s'est relevé pour aller dans la salle de bain où il a trouvé la sœur de son ami et que là il l'a poignardée en différents endroits. Et là, la scène que vous voyez, c'est une conclusion, une des parties des conclusions de morpho-analyse de traces de sang qui permettait de dire que la victime était debout devant le radiateur de salle de bain, radiateur sèche-serviette, lorsqu'elle a reçu un coup de couteau. En bas à gauche, vous avez un suspect, qui est celui qui est le plus clair, qui dit que lorsqu'il est venu dans la maison, il y avait déjà une victime par terre. Il était venu pour cambrioler sous les directives de celui qui est plus foncé. Et voyant la victime par terre, pour une raison qu'il n'explique pas, il a trouvé nécessaire de la déplacer de quelques centimètres, expliquant
répondant à la question du magistrat, comment se fait-il qu'on a trouvé votre ADN sur les chevilles de la victime? Ben oui, ben quand je suis arrivé, voilà, je l'ai poussé, je l'ai tiré, je l'ai pris par les chevilles pour la déplacer. C'est pour cela que vous avez retrouvé mon ADN au niveau de ses chevilles. Et au moment où j'ai fait ça, la personne avec qui je suis venu est venue me taper sur l'épaule pour me dire hey, arrête de faire ça, on est là pour voler. Enfin, en bas à droite, on a également les déclarations des deux personnes et on scelle les déclarations de celui qui est représenté ici en jaune, nous dit que son comparse était en train de fracturer à l'aide d'un tournevis la porte du garage de l'endroit qu'ils vont voler et que lui était en arrière. Voilà, on a modélisé en 3D avec la possibilité de bouger. Là, c'est des copies écran. Nous, on est où on veut dans la scène. Il y a vraiment, je ne l'ai pas encore trop expliqué, mais nous, on n'a pas de point fixe. Donc, vous vous mettez où vous voulez dans la scène. Alors, vous pouvez vous étonner que je modélise les personnes sous la forme de silhouettes. Ça, c'est un choix. C'est un choix. Lorsqu'il y a plusieurs personnes, je change les teintes. Vous voyez, ça peut être clair foncé, ça peut être différentes couleurs. Mais les personnes sont toujours modélisées sous la forme de silhouettes. C'est vraiment un choix parce que je me dis que ces modélisations sont toujours le résultat soit de témoignages, soit les résultats d'expertise. Et donc, en aucun cas, une représentation de la réalité. Ce n'est pas un film de ce qui s'est réellement passé, ce sont soit les témoignages, soit les déductions d'un expert. Et si on est, bien sûr, il est facile d'être plus réaliste, mais si on était plus réaliste, on arrive aux assises, on montre le film ou la modélisation 3D qui est extrêmement réaliste, et j'imagine facilement les jurés qui seraient capables de dire pourquoi on perd du temps à juger, pourquoi chacun vient s'exprimer, on a le film de ce qui s'est passé. Alors, allons tout de suite délibérer, quoi. Mais là, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'un témoignage, on peut peut-être se rendre compte qu'il n'est pas aussi vrai. Et puis, un témoignage ne peut être erroné. Hein. On sait tous que lorsqu'il y a un cambriolage, ou en tout cas plutôt un braquage, tous les témoins ne vont pas décrire de la même façon celui qui est en train de braquer. Et lorsque ce sont les résultats d'expertise, ils ne valent qu'avec les données de départ de l'expertise. Donc peut-être qu'ils seront différents s'il y avait d'autres données. Donc voilà, je n'ai pas envie de faire un film qui soit le plus réaliste possible, qui pourrait amener une confusion dans ceux qui vont juger. Dont le choix personnel de rester sur des silhouettes et non pas sur des personnages les plus réalistes possibles. Voilà, maintenant, on en est où? On a fait les lieux, on a mis le mobilier dans les lieux, on a mis les différents objets qu'on trouvait nécessaires et on a même placé les personnages. Maintenant, il faut faire que tout cela puisse fonctionner sur l'ordinateur de l'utilisateur qui est pour nous un magistrat. Pour qu'il n'y ait aucun problème, vu la qualité de leurs ordinateurs, avant de commencer notre modélisation, on demande quelles sont les caractéristiques de l'ordinateur du juge mandant. Il faut absolument que ce soit un PC, parce que malheureusement, c'est une des limites de Crime 3.0. Il ne fonctionne que sur PC. Donc, on a la chance que ce sont toujours des PC. Mais ensuite, il nous faut des informations sur la puissance de l'ordinateur et sur le système informatique qu'il emploie pour que nous développions une plateforme qui soit au plus près de ses caractéristiques, qui soit en fait une plateforme personnalisée à l'ordinateur du juge mandant. Dans cette directive, on va insérer tout notre menu, c'est-à-dire que là, on avait les images, c'est bien gentil, mais à la fin, il faut qu'on puisse avoir tout un ensemble de menus qui nous permet d'accéder aux différentes options que nous propose Crime 3.0. Et c'est le menu qui va entourer l'image, mais il y a aussi, je vous ai parlé au tout début de la possibilité de mettre les constatations. Les constatations, ce sont des cavaliers qui sont sur les lieux, qui sont souvent documentés par des clichés que nous avons eus dans la procédure. Et lorsque on doit être capable de faire en sorte que lorsque l'utilisateur clique sur les différents cavaliers qu'il voit sur la scène, il voit là où la série de photos qui documente le cavalier sur lequel il vient de cliquer. Donc là, on a tout ça à vérifier, à déjà mettre en place et à vérifier pour que ce soit fonctionnel sous le système du demandeur.
Après, il y a des particularités qui vont être quand est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé de nuit, donc il faudra être le plus possible dans la pénombre. La météo, il pleuvait, il faisait chaud, on met aussi ces informations qui sont soit sorties de la procédure, soit de données météorologiques qu'on a récupérées pour représenter les lieux au plus près de ce qu'ils étaient au moment où ça a été découvert. Voire même s'il pleuvait, on est capable de simuler la pluie. Voici rapidement, sous la forme d'un workflow, la méthode que l'on emploie. Ce sont les 7 temps que je viens de vous développer, avec à la fin tout un système de mise au point de la plateforme liée à l'ordinateur du demandeur, avec bien sûr toute une série de tests qui permet de vérifier si tout cela fonctionne. Il n'y a rien d'innovant, hein. En fin de compte, quand on y regarde bien, ça c'est une modélisation 3D. Tout le monde est capable de le faire, mais personne ne le faisait pour la justice. Voilà, c'est ces modélisations 3D qu'on le rencontrait très fréquemment lors de nos journaux télévisés pour montrer quelque chose qui vient de se dérouler. La justice pénale n'avait pas la chance d'en profiter, et du coup, Crime 3.0 ne fait que mettre au service de la justice pénale quelque chose qui existe et qui est déjà bien rodé. La différence, en tout cas si je reviens sur Faro et Leica qui sont vraiment les leaders en 3D, la particularité et leur grande force, c'est la précision millimétrique de la modélisation qu'ils font. Donc, qui fait qu'il est intéressant sur la modélisation de prendre des mesures parce que là, on a une précision qui est redoutable. Par contre, quand on se rend compte de l'utilisation qui en est faite par tout à chacun, que ce soit les policiers, des gendarmes ou les magistrats, on prend rarement des mesures. On va surtout se rendre compte de comment sont les lieux. On va se promener dans les lieux, on va découvrir les lieux et on ne va pas prendre de mesures. Pourquoi ne pas utiliser ce point fort? Alors, je ne suis pas sûr de la solution, mais une solution, une réflexion, ou en tout cas une raison pour moi, c'est que ces outils n'étant pas disponibles pour chaque équipe d'enquêteurs en France, il faut laisser le temps à l'équipe et au laser scanner d'arriver sur les lieux. Et son temps d'arrivée fait que, avant qu'il n'arrive, les constatations sont déjà menées. On a déjà mené les constatations, les mesures ont déjà été prises. Et les constatations étant déjà menées, lorsque le laser scanner arrive et que on prend le nuage de points, on ne prend plus le nuage de points tel que les lieux ont été trouvés, mais tels qu'ils ont été laissés après les constatations. Donc, du coup, la prise de mesure n'est plus du tout pertinente, puisque les lieux ne sont plus réellement tels qu'ils ont été découverts, les constatations ont été menées, et en plus, il y aurait redondance, parce que les prises de mesure, peut-être pas toutes, mais la grande majorité ont été prises, et puis la majorité du temps, ces mesures sont bien prises, et donc il y aurait redondance avec les systèmes Faro et Leica. Après, un des problèmes pour moi qui reste sur Faro et Leica et que je vous redis, c'est que oui, on est bien, on est dedans, mais on ne peut pas se déplacer librement. On est obligé de sauter, comme je l'indiquais, de station en station. Et un autre problème que je vois, c'est qu'aujourd'hui, la réalité virtuelle est en train d'être mise à la disposition de la justice, et je ne crois pas que les systèmes Faro et Leica permettent de basculer facilement en réalité virtuelle, alors que c'est une déclinaison on ne peut plus normale pour nous, pour Crime 3.0. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la réalité virtuelle, avant de vous l'exposer en deux, trois slides. La réalité virtuelle, c'est donner l'impression à l'utilisateur d'un casque, d'outils de réalité virtuelle, qu'il n'est pas là où il est, mais qu'il est dans l'image qui est générée par l'ordinateur et qui lui fait sa réalité virtuelle. Il peut être dans son bureau et avoir l'impression qu'il est en plongée parce que l'ordinateur génère une image de plongeur avec le bruit, avec beaucoup de sensations, au minimum le bruit, mais ça peut être même le toucher. Et les outils qu'il a sur lui, essentiellement le casque, vont lui donner une impression de réalité immersive. Il est dedans. Et donc, il va vraiment avoir l'impression qu'il n'est pas là où il est, mais là où l'ordinateur veut qu'il soit. Et pour avoir ces sensations, si le casque est aujourd'hui le seul outil vraiment indispensable vu l'évolution des systèmes, il y a encore beaucoup de systèmes où il en a besoin non seulement d'un casque, mais aussi de choses que l'on tient dans la main qui permettent de montrer où sont les mains. La réalité virtuelle dans le temps. Comment s'est-elle développée? Où en est-on? Ça va commencer dans les années 60.
On va avoir le sensorama qui est ici. Alors on voit bien qu'on ne se déplace pas, mais on est déjà quand même en immersion. Vous voyez bien que la tête est à l'intérieur de quelque chose. Et ce quelque chose lui donne des images, lui donnant l'impression qu'il n'est pas là où il est réellement, mais où l'ordinateur veut le mettre. Ensuite, on va commencer à se libérer de cette machine pour avoir quelque chose de beaucoup plus mobile. Ben oui, parce que quand c'est plus mobile, on se déplace réellement, on a la sensation de se déplacer, et en fin de compte, l'ordinateur, lui, nous suit et on se déplace dans l'image générée par l'ordinateur. Donc, on a encore plus l'impression d'être dans cette réalité virtuelle. Ben, cette technique va être vite utilisée. Vous voyez, on est dans les années 68 lorsqu'on invente le premier écran, la première paire de lunettes. Et on attend 12 ans, oui, 12 ans après, la NASA et l'armée américaine vont vite les employer pour former, pour entraîner ces personnels. Imaginez, pour la NASA, c'est bien plus simple d'être en réalité immersive qu'envoyer quelqu'un dans l'espace et de voir comment il va réagir. Il n'est plus vraiment en test à ce moment-là. Donc, on a vraiment tout de suite un intérêt pour ces entreprises-là. Après, on a des évolutions, mais ça n'a pas vraiment marché. Il y a eu beaucoup d'échecs. Il va falloir attendre 2014 pour que là, je pense que les techniques informatiques sont arrivées à maturité pour la réalité virtuelle. Et là, en 2014, ça explose. Donc, ça fait très peu de temps où là, on a une explosion de la proposition, du matériel proposé pour faire la réalité virtuelle. Et du coup, on a une explosion aussi de ceux qui l'emploient. Alors, imaginez bien le jeu, hein, ça c'est évident. Le jeu est la première, peut-être pas la première, il faut avouer, ceux qui font de la réalité virtuelle m'en ont parlé, il semble que le X soit la première utilisation de réalité virtuelle. Bon, après, en tout cas, on va parler plus facilement du jeu. Là, vous avez beaucoup de circuits voitures maintenant qui sont en réalité virtuelle. La formation professionnelle, vous êtes chez vous et on vous êtes formé à une technique particulière. Vous pouvez même apprendre à conduire un bus en réalité virtuelle. En immobilier, en architecture, il est toujours difficile de se rendre compte à partir d'un plan d'architecte de ce que va devenir réellement l'immeuble ou le bâtiment. Et bien là, on va rentrer dans sa construction, dans ce qu'il a pensé, et là, on voit réellement si c'est déjà réalisable, quoi. Le mobilier, on en est à un point où maintenant, vous avez certaines boutiques de la FNAC qui ont créé un espace où vous arrivez, vous mettez leurs lunettes virtuelles et vous voyez leur mobilier, ce qu'ils vous proposent comme mobilier, et vous pouvez déjà l'insérer réarranger votre intérieur avec leur mobilier à eux. On en est là. En médecine, essentiellement en chirurgie, ça permet aux chirurgiens de s'entraîner. Culture et patrimoine, avec le Covid, on en a un peu parlé, où on pouvait visiter le Louvre en étant chez soi confiné. Donc, on a quand même aussi ce développement en divertissement, l'industrie, les forces armées, bien sûr, l'utilisent. On se rend compte qu'à peu près tout le monde l'utilise, sauf, vous voyez, mon effet est raté, sauf la justice. Là, malheureusement, étonnamment, la justice reste un pas en arrière et ne l'utilise pas. Pourtant, imaginez déjà l'intérêt pour les magistrats qui sont chargés de l'enquête et qui ne peuvent plus aller sur les lieux parce qu'ils sont scellés. Là, ils auraient les lieux à disposition dans leur ordinateur pour au moins voir la modélisation et en chaussant des lunettes, être carrément dans les lieux et donc peut-être être plus pertinent dans les échanges qu'ils vont avoir avec ceux qui témoignent de ce qui a pu se passer dans ces lieux, parce que sans y être réellement allés, ils en ont un aperçu au moins devant leur ordinateur, voire avec les lunettes en réalité virtuelle. Et, et du coup, il y aurait, moi je pense, une vraie plus-value, et une plus-value qu'on imagine pendant l'enquête, mais qu'on imagine aussi très facilement lors de la reconstitution des faits. En France, on a l'habitude que le juge d'instruction, soit en début, soit en fin, quand il le désire et quand il le souhaite, se déplace sur les lieux avec le mis en examen, le parquet, certains experts, et demande aux mis en examen de décrire ce qui a pu se passer dans les lieux. Et là, il y a tout un problème qui se fait. C'est déjà la sécurité de la personne, le déplacement de la personne. Il y a aussi la possibilité pour tous de voir ce qui est en train de se passer, alors qu'en réalité virtuelle, on pourrait faire ça de là où on veut. Et en plus, tout le monde pourrait le voir parce que ça se voit sur un écran. Donc, on ne serait plus du tout dans la même situation. On serait beaucoup plus confortable pour voir les lieux. On pourrait même, s'il nous dit que ça s'est passé pendant la nuit, voilà, hop, on est tout de suite, on fait la modélisation pendant la nuit et on est au plus proche de la réalité ou en tout cas du moment des faits, quoi. Donc, il y a une vraie plus-value pour la justice
qui n'a pas encore été exploité, tant pour la modélisation 3D telle que nous on l'entend, et encore moins pour la réalité virtuelle. Et c'est maintenant que je vais arriver sur les quelques exemples que je veux vous proposer. Tout d'abord, je reviens, parce que c'est quand même mon premier domaine, sur la morpho, hein, mais c'est juste pour vous dire la définition, parce qu'après on va parler, je vais vous montrer des cas de morpho. Je ne vais pas vous expliquer la morpho, on l'a fait lors de notre premier webinaire de juillet de cette année. Si certains ne l'ont pas encore vu, il est accessible sur notre site. Donc vous pouvez le voir, on l'a enregistré, on l'a rendu accessible à tous. Par contre, je tenais à ce petit workflow qui présente notre méthode. C'est un petit cocorico du lac, parce que fin août, la dernière semaine d'août, on est rentré un peu plus tôt pour passer un audit COFRAC sur nos méthodes, et on a eu la chance de n'avoir aucun écart. Et celui qui est venu nous auditer est auditeur du COFRAC depuis 22 ans, et il dit, sur mes 22 ans de carrière au sein du COFRAC, pour le COFRAC, ce n'est que la deuxième fois où je ne mets aucun écart. Donc aujourd'hui, on attend la validation de notre réussite par le COFRAC pour officiellement pouvoir dire que nous sommes accrédités, mais déjà, on est tous très fiers de la robustesse, hein, qui est confirmée de notre méthode de travail en morpho-analyse de traces de sang. Et revenons maintenant sur déjà quelques images où vous revoyez un peu là vous voyez 3 scènes, où vous retrouvez les images telles qu'on les a modulées. Là, vous avez les conclusions sur lesquelles nous pouvons arriver, et on distingue, parce que là, le choix de la couleur n'a pas été pertinent de ma part, parce que marron sur marron, c'est pas fun lorsqu'on est sur ce point de vue-là, mais l'agresseur qui est là, se tient là, tient une haltère, et avec cette haltère, frappe une personne qui est à moitié affalée sur le lit, mais qui n'est pas totalement affalée. Et tout cela, on l'a pu le déduire à partir des traces de sang qui souillaient bien sûr le matelas, mais également ce mur. Et pour naviguer et passer de l'un à l'autre, vous voyez, il y a un menu ici. C'est là ce que je vous indiquais, qu'il fallait ensuite transposer cette modélisation sur le PC de l'utilisateur. Ça va être la création de ces menus. On a le même système ici, hein, vous retrouvez les menus et vous retrouvez la scène telle qu'elle a été trouvée, et ensuite une déduction qui a été faite à partir de la morpho. De la même façon sur ce troisième, et vous remarquez aussi, il y a ce petit onglet qui est ici, cette petite partie qui est ici, qui est le plan, en fin de compte, des lieux vu de dessus, en 2D. Et le petit triangle blanc, c'est le point de vue de l'observateur. En fait, quand je suis là, j'observe la scène dans cet angle-là, et voilà ce que je vois. Lorsque je suis là, j'observe toute cette zone-là, comme vous pouvez le voir. Lorsque là, c'est les toilettes du bar, et voilà, je suis là. Voilà quelques extraits avant de vous passer sur des petits films, parce que j'aurais pu rester des heures. Comme on est totalement libre en accès, j'ai préféré faire des films de ces 5 scènes, et je vais vous les présenter maintenant, parce que sinon on resterait des heures sur chacune de ces modélisations. Tout d'abord, on commence par une qui était pour nous. Je voudrais vous commencer par. Alors, le tout, c'est que j'arrive à les ouvrir. Je vais commencer par celle-ci. Vous voyez ici, je pense que vous allez vite reconnaître un aéroport. En fin de compte, on a modélisé un aéroport. Vous pouvez bien sûr tourner comme vous le souhaitez. Là, il n'y a aucune plus-value par rapport à Faro ou Leica, vous faites exactement le système. Là, par contre, c'est nouveau. Là, vous vous déplacez, c'est vous qui vous déplacez. Vous marchez avec vos curseurs, comme dans les jeux vidéo, et c'était ça qui ne me convenait pas. C'est pourquoi on peut le faire dans un jeu vidéo et qu'on ne peut pas le faire avec nos outils. Voilà, voici la vue du parking. On a modélisé tout l'aérogare, la zone d'arrivée comme la zone de départ, et ensuite on a modélisé aussi le parking. Après, dans cette modélisation, ce qui avait de particulier, c'est qu'on nous demandait de modéliser les actions qui étaient visibles sur 54 caméras. Donc, il n'y a pas de morpho. C'est juste, vous avez toutes les caméras de l'aéroport, et même, là vous voyez Europcar, même d'Europecar. À vous maintenant de me modéliser toutes les actions qui sont menées, d'où ce timeline qui est derrière. Et si nous avions toute une modélisation rythmée par le temps pour chacun des protagonistes, après on a fait une animation pour montrer ça de façon plus globale. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant, où vous commencez tout de suite par voir
deux véhicules qui arrivent. Et vous voyez ici la timeline, 10h55, qu'ils étaient là. En fait, ce qui est étonnant, c'est que les deux véhicules sont arrivés en même temps. Pourquoi c'est étonnant? Parce que dans ce véhicule-là, vous avez une des deux victimes, et dans ce véhicule-là, vous avez l'agresseur, et que c'est arrivé en même temps n'est absolument pas volontaire. Le véhicule, le X5, va venir se garer dans l'aérogare, tandis que la Golf, elle va se garer à Europcar. Vous aviez un moment, une question, c'était comment se fait-il? On a l'information que le futur tireur va voir une des victimes. Vous voyez, lorsqu'on fait la synthèse de l'ensemble des caméras, on se rend compte qu'à un moment, ils étaient en vis-à-vis et ont pu se voir. Il était alors à ce moment-là 11h05. Et bien sûr, vous avez un plan en bas, là qui est cette fois à gauche, et vous voyez chaque pastille de couleur, avec à l'intérieur, vous avez même les initiales de chacun des protagonistes. Là, il s'avère qu'il y avait une personne qui s'est trouvée là, on va dire, au mauvais moment et au mauvais lieu, parce qu'il va recevoir une balle sans l'avoir cherché. Là, vous avez des personnes qui sont à l'intérieur, celui qui était au volant du X5, de la voiture sombre, qui va sortir accompagné de celui qui est venu chercher à l'aéroport. Ça va donner le top départ à celui qui va être le tireur, qui va venir les agresser. Sauf que l'agression est hors caméra. Donc, on n'a pas pu voir. C'est pour ça que voilà, l'agression, on n'en a que des éléments. Et lors de cette agression, celui-ci va être blessé. Après, le tireur n'est pas resté sur place. Imaginez bien, le tireur, lui, va s'enfuir. La Golf, entre-temps, s'est déplacée. Vous pouvez remarquer qu'elle est maintenant au rond-point. Le tireur, lui, traverse la zone de parking pour aller rejoindre cette Golf. Et vous l'aviez, mais vous voyez, là, en fin de compte, là, je fixe le déplacement, mais en réalité, vous pouvez vous déplacer réellement tel que vous le souhaitez. Et après, on va passer en animation plus drone sur la deuxième partie, même s'il y en avait aussi sur cette partie-là. On avait fait drone et stop motion pour cette partie-là. Mais après, pour la suite, c'est que drone. On a le déplacement du véhicule entre l'aéroport, où tout a commencé, et la zone de crémation du véhicule. Voilà, le véhicule, à la fin, va finir ici, où il va être retrouvé en train de brûler. Une autre, on va rester dans le même esprit. En fait, compte l'enquête a une caméra, un film d'une agression. Sauf que cette caméra, elle est là et qu'elle fixe, bien sûr, qu'un seul point de vue de ce qui va se passer entre ces deux personnes, une femme et un homme. La femme, la victime, l'homme, l'agresseur, et qu'il aurait bien voulu avoir, le magistrat aurait bien voulu avoir d'autres points de vue que celui de la caméra qui ne permettait pas de tout voir. En plus, ça se passe de nuit. Donc, on a fait une modélisation Crime 3.0 avec 3 écrans. Le premier, c'est la vidéo qu'on a un peu éclaircie. En haut, c'est la modélisation que nous avons fait avec le même point de vue que la caméra. Là, pour s'assurer de tout, on est allé sur les lieux pour mesurer des angles de caméra pour être sûr de ce que l'on faisait. Et là, c'est le point de vue qui est souhaité par l'utilisateur. Là, j'ai fixé ce point-là, mais il peut se trouver où il veut. Et on va avoir les scènes qui vont avancer. Vous voyez, donc l'image réelle, ce que nous avons comme data de données, la même chose reconstituée, modélisée, et le point de vue que vous souhaitez avoir. Après, ça se lance, c'est-à-dire on va avancer dans le temps de l'action, et les individus vont bouger. Et on va pouvoir voir ces mouvements de différents points de vue. Alors, je n'ai pas mis d'arme dans ses mains, tout simplement parce que je ne l'ai jamais vu. L'arme dans sa main, on sait que c'est un couteau, vu les blessures qui ont été retrouvées ensuite sur la victime qui malheureusement a décédé. Mais ne voyant pas le couteau, je n'ai pas souhaité le mettre puisque je ne le voyais pas. Donc là, je dépassais, j'étais plus dans la réalisation de ce que je voyais, mais dans l'imaginaire. C'est pour ça que nulle part on voit le couteau. Vous voyez, vous pouvez vous déplacer comme vous voulez tout autour. On est vraiment dans l'esprit des jeux et votre point de vue, votre personne n'est pas montrée par un triangle, mais par une caméra. Là, la caméra, c'est vous, c'est votre point de vue. Vous êtes en train de regarder sous cet angle-là. Voilà. Vous pouvez bien sûr faire apparaître ou disparaître selon, c'est vous qui choisissez. Il y a quand même énormément de possibilités. Et donc là, on avait deux sources en fait d'informations. Si on imagine bien la caméra en première source,
La deuxième, regardez bien la vidéo et regardez la paroi de l'escalator. Il est suffisamment métallique et suffisamment brillant et l'éclairage est tel qu'il y a les ombres dessus. Et les ombres ont permis d'ajouter une deuxième dimension à ce que nous proposait déjà la vidéo et donc d'être le plus réaliste possible en faisant la compilation des deux sources d'informations qui se trouvaient dans deux axes différents et donc permettait d'avoir quelque chose le plus réaliste possible sur les mouvements. Et vous voyez que les personnes, elles restent sous la forme de silhouettes. Voilà, c'est quelque chose qui malheureusement s'est déroulé ici. Ensuite, revenons un peu quand même sur, malheureusement, je ne peux pas dire mes premiers amours, mais quand même sur mon premier métier qui est la morpho, où là, vous êtes dans un appartement en haut d'un immeuble. Vous voyez, le triangle blanc et vous-même. Vous avez toujours le menu dont j'ai parlé, vous pouvez bouger comme vous voulez. Et là, voici l'endroit où cela se déroule. Vous allez pouvoir rentrer dans les lieux. Et pourquoi vous avez l'endroit comme ça, extrêmement propre? Parce qu'il n'a jamais été trouvé comme ça, cet endroit. Mais parce qu'on imagine toujours la réalité virtuelle qui pourrait être faite à partir de cela. Donc, on le présente propre. Mais voilà, tel qu'il a été découvert, on va le voir très vite maintenant. Il suffit d'aller taper sur les faits. Vous cliquez sur le bouton fait, et voilà l'endroit tel qu'il a été trouvé. Vous voyez qu'il était un peu sale, quoi. Là, il y a deux victimes qui ont été découvertes à cet endroit. Et là, vous voyez, c'est par rapport à Crime 3, par rapport à Leica ou Faro, nous, il y a une liberté de mouvement qui est réelle. Là, c'est vraiment vous qui décidez de bouger tel que vous le souhaitez. Le point de vue, c'est celui que vous souhaitez. Ensuite, on insère, vous voyez, il y a les constatations. Alors là, les constatations, je fais un petit arrêt parce que je ne parle pas, mais il faut que je parle. C'est que quand vous avez les constatations qui arrivent, la première chose que vous voyez, ce sont des petits carrés jaunes comme le sont nos cavaliers. Souvent, ce sont des numéros de cavaliers. Mais malheureusement, des fois, on amène plus de photos, ou alors il y a des photos, mais pas de cavaliers. Et dans ce cas-là, on met, quand il y a des numéros comme 087, c'est le numéro de la photo de constatation initiale. Et lorsque vous cliquez sur cette photo, apparaît la photo des constatations. Vous voyez, là, vous retrouvez la table. Et là, voilà, vous avez la photo de constatation, notre donnée de départ. Et nous insérons sur la modélisation faite les numéros de photos qui décrivent à l'endroit qu'elle décrit. Et de la même façon, vous vous déplacez comme vous voulez. Là, ce qui est intéressant, c'est regarder le sol. Et voilà le sol tel qu'il a été découvert. Je vous rappelle, on extrait en fin de compte les traces de sang de la photo pour les coller sur la modélisation. Après, là, vous avez un onglet déplacement morpho. Pourquoi? Parce que les photos étaient pas mal, mais vous avez vu la quantité de traces de sang, et on a trouvé nécessaire de reprendre des vues de détail de certaines zones permettant de mieux montrer des points précis qui étaient déjà visibles sur des vues plus globales, mais on trouvait intéressant de se focaliser sur cet endroit, donc on a refait tout un ensemble de photos que nous regroupons, pour ceux qui nous connaissent, sous la forme de sites. Donc là, c'était le site 14A, où vous avez cette race-là, qui pour nous est très, très intéressant, parce que c'est typique des projections artérielles et on l'a suffisamment rarement pour s'y intéresser. Là, je m'arrête un instant, parce que vous allez dire, mais il y a un bug sur son truc. Non, il n'y a pas de bug. C'est qu'en fait, compte que là, comme cette présentation est ouverte à tout public, j'ai caché, on a caché nos conclusions, et c'est pour cela que vous avez cet esprit-là, c'est que normalement apparaît les pages de conclusion du rapport, mais là on les a floutées pour que ça reste anonyme. Mais vous voyez qu'il y a tout un ensemble de faits qu'on a trouvé bon de montrer, et tout d'abord dans l'entrée, avec la particularité que pour une fois, on n'a pas été capable de dire précisément où s'était déroulée une action violente, et on a juste pu dire que ça se passait à l'intérieur d'un cube. Et voilà le cube dessiné. Séquence violente sanglante, blessure piquante ou contuse, pas de positionnement possible des protagonistes, c'est ce que nous avons écrit. Et voilà, on sait qu'il y en a là, mais sans plus de précision. Après, à cet endroit-là, on avait différents éléments de traces de sang qui permettaient de dire qu'il y avait eu un coup de couteau, permettant de placer l'agresseur, comme son nom l'indique, c'est écrit dessus, et l'agressé qui est en face. Voilà, une autre action, une autre séquence qui a pu être déterminée grâce aux traces de sang, qui se passe devant le meuble TV.
Entre les deux canapés, on a une lutte. À l'entrée de la salle, on va vite arriver sur quelque chose qui se passe aussi, qui est une lutte. Et donc, toutes les séquences, après, vous pouvez vous approcher, vous déplacer, vous mettez où vous voulez. Vous pouvez même vous mettre au niveau de l'agressé ou de l'agresseur pour avoir le même point de vue que lui pouvait avoir au moment où cette séquence se passe. Voilà, là, vous avez aussi deux séquences qui se passaient d'agression qui se passaient dans la salle de bain, mais également des positions que pouvait tenir la victime à cet endroit. Et là, en l'occurrence, voyez, on voit qu'elle était penchée et à travers le cavalier 4, on avait des traces de sang qui permettaient de le montrer. Devant la toilette, on avait la même chose. Et ensuite, dans la cuisine, là, je vais passer un peu vite, mais dans la cuisine, on avait aussi toute une succession, vous voyez, toute une succession de violences qui était assez nombreuse dans la cuisine. Et après, comme toujours, j'aime beaucoup le crime 3.0 pour ça, c'est que vous vous déplacez où vous le souhaitez. Il n'y a aucun point fixe. Il n'y a pas de point fixe, ça n'existe pas. On n'a même pas à les défaire, réellement, ils ne sont pas là. Voilà. Donc là, hop, on se rend compte qu'il était aussi penché à cet endroit-là. Après, si vous vous perdez un petit peu, vous pouvez revenir sur le plan pour revoir, et là le corps est là, donc ah oui, il est là, donc il faut que je me positionne là. Et donc vous pouvez toujours vous y retrouver par rapport au plan. Et enfin, je voulais finir avec, dans les petits films, avec celui-ci, où on revient, il est très proche de celui que je viens de vous montrer sur Fougères, hein. Pardon, ah oui, voilà, comme ça vous savez où c'était le précédent. Donc dans celle-ci, toujours en premier, une maison extrêmement propre. J'ai même tendance à dire qu'elle est même plus propre que l'habitant ne l'a jamais vue. Et là, lorsque les services de police sont intervenus, voilà ce qu'ils ont trouvé. Une personne qui était au sol, habillée de cette façon, et qui était sur les vêtements que vous voyez. La chaise était au sol et les traces de sang étaient plus hautes. Là, les cavaliers, vous cliquez dessus. Ils sont interactifs. S'il y a plusieurs photos, vous avez un curseur derrière qui est là. Là, vous voyez le curseur qui vous permet de passer d'une photo à l'autre. Mais vous cliquez tout simplement dessus et vous avez l'ensemble des photos. De la même façon, en morpho-analyse, en conclusion, si on revient au salon, on avait essentiellement le déplacement de la personne. Dans le salon, je n'ai pas déterminé d'action violente qui a pu se passer là, mais surtout le déplacement de la personne qui va chuter et qui va faire chuter la chaise avec elle. Avec la particularité que les localisations sont exactes, en tout cas ont été mesurées, sont déterminées à partir de nos traces de sang, mais les postures de la personne, je ne peux pas dire comment étaient ses bras, par exemple. Donc là, voilà, la posture, j'essaie d'être le plus neutre possible, mais il faut surtout s'arrêter sur les localisations. Mais c'est précisé sur le document, sur le rapport que nous envoyons en même temps, et sur la modélisation. Voilà ce que je pouvais. Je vous en ai présenté 5. Il faut que l'année dernière, on en a fait plus d'une vingtaine. C'est vrai que c'est incroyable. On en a 4 encore en attente, alors qu'on n'en envoie pas toutes les semaines, mais presque. Donc, on en fait beaucoup. Que vous dire en fin de compte pour conclure tout cela? C'est déjà qu'en France, la scène de crime, elle est scellée, la scène de crime, la scène de fait, la scène d'infraction, ce que vous voulez, mais en tout cas, le lieu est scellé de sa découverte jusqu'au jugement. Et c'est jamais moins de 2 ans, et parfois, ça peut durer bien plus longtemps. Pourtant, mais pourquoi est-elle gardée aussi longtemps, quoi? Quel est son intérêt à être gardée aussi longtemps? Nombreux disent que ouais, on ne sait jamais, pendant le procès, peut-être que le jury voudra y aller. Puis on se rend compte que jamais, jamais. Moi, je sais qu'une fois, le procureur l'a demandé pendant une fois où j'intervenais, et bien sûr, ça n'a pas été fait, c'est trop dur à mettre en place. Et du coup, moi, se pose la question, mais quel est le coût pour la justice? Quel est le réel coût de cette mise à disposition d'un lieu qui, en fin de compte, n'est jamais utilisé? Et on se rend compte que le lieu, il va être utilisé, la dernière fois qu'il va vraiment être utilisé, c'est au moment de l'instruction, lorsque le juge d'instruction, va souhaiter réaliser une reconstitution des faits qui se passe la plupart du temps dans les lieux et qui se passe très souvent à la fin de l'instruction, à la fin de la formation. Mais moi, là, il y a quelque chose qui peut me perturber, c'est que les lieux, on voit certains magistrats qui vont dire « moi, je le fais le soir parce que les lieux sont passés le soir ». Mais on fait le soir en été, alors que ça s'est passé le soir à 18h, mais ça s'est passé à 18h en hiver, alors qu'on est 18h au mois de juin. Donc, ce n'est pas du tout la même chose, alors qu'on ressent déjà que le magistrat veut
veut aller dans ce sens-là, quoi. Veut aller dans le sens de la ressemblance. Ensuite, ce jour-là, il pleuvait. Le jour où on fait la reconstitution, le magistrat peut avoir beaucoup de pouvoir. Il n'a pas encore le pouvoir de faire pleuvoir si en plus il y a une pertinence pour les faits. Après, ce qu'on se rend compte souvent, c'est lors de la reconstitution, ça se passe dans des endroits assez confinés. Et quand on voit le nombre de présents, je trouve qu'il y a un problème, c'est que vous avez bien sûr le juge, qui est l'élément essentiel, l'élément clé, l'élément moteur, qui se trouve là, qui discute avec le mis en examen, mais les lieux sont parfois tellement exigus que même le conseil du mis en examen doit être un peu à l'écart parce qu'il n'y a plus ça, il n'y a pas la possibilité d'être proche parce qu'il y a déjà le service de sécurité. Alors, parlons pas des autres conseils, du procureur, mais également des différents experts qui voudraient bien tous voir ce qui est en train d'être dit pour pouvoir répondre aux questions que prendra le juge d'instruction par la suite. Mais les lieux sont souvent trop confinés, trop exigus pour qu'on puisse voir tout en même temps. Alors qu'en fin de compte, en réalité virtuelle, c'est très simple, on est devant un écran. En fin de compte, on met la personne avec son casque, lui est debout en train de se déplacer tel qu'il pense se déplacer dans les lieux, et nous on visionne ce que lui regarde sur un écran. Donc tout le monde voit exactement la même chose et entend ce que la personne dit. Ensuite, justement, si on est devant un écran, cet écran, on le met où on veut. Nous, l'écran, on l'a. Donc on peut tout à fait être sur les lieux. Pourquoi je l'ai déjà fait dans une salle des fêtes, on l'a fait aussi dans un commissariat, mais on peut le faire aussi dans une salle du tribunal. Et on peut le faire aussi carrément dans la maison d'arrêt où est détenu l'individu, ce qui évite aussi les problèmes de sécurité des lieux et la sortie de l'individu. Donc, je trouve qu'il y a une réelle plus-value à utiliser la modélisation et d'une modélisation qui permet ensuite de faire une réalité virtuelle où on pourrait faire la reconstitution des faits. Là, on est en train de nous en demander aussi des modélisations en projet avec une réalité virtuelle parce que ce sont des faits extrêmement graves qui se passent dans des lieux qui sont sensibles. Donc, du coup, il y a un risque réel et le faire en réalité virtuelle éviterait tous ces risques. Ensuite, les lieux ont été dégradés parce qu'il y a eu un incendie, parce qu'ils ont été visités par une tierce personne, ou alors ils ont été réhabilités par les propriétaires, en tout cas la zone a été réhabilitée. Quel est l'intérêt d'aller sur les lieux pour faire et s'ils ne sont plus, si on ne peut pas y aller parce que s'ils sont très dégradés ou si parce qu'ils ont été refaits. Donc tout ça fait que la réalité virtuelle, je pense, peut prendre vraiment sa place au sein de la machine judiciaire pénale avec une véritable plus-value que d'autres systèmes ne proposent pas, en tout cas d'autres systèmes que Crime 3.0 ne proposent pas. Ensuite, en synthèse criminalistique, là je l'indique, oui, parce que là j'ai inclus les constatations initiales, j'ai inclus les conclusions de morpho, mais j'inclus ce que je veux. Donc si vous avez une expertise de balistique, il n'y a aucune difficulté à l'insérer à l'intérieur. Si vous avez les données médico-légales, on les insère à l'intérieur, on fait ce qu'on veut. Voilà un peu où on en est aujourd'hui. Et maintenant, où est-ce qu'on va? En fait, quelles sont nos réflexions? Quelles sont mes réflexions à court et moyen terme? Je vois une problématique où j'ai pu en discuter avec certains magistrats sur tout ce qui est accident routier avec délit de fuite, ou accident routier tout seul, ou même délit de fuite. Avec l'accident routier, nous, on peut reconstruire l'accident tel que l'accidentologue le fait, le fait par écrit, nous, on peut le faire en modélisation, avec la possibilité de se mettre dans les yeux de chacun des conducteurs, et voire même d'un piéton, de n'importe qui, pour avoir même les sensations, même sans être en réalité virtuelle, de ce qui s'est réellement passé. Après, le deuxième axe qui est un peu plus lointain, qui est plus à moyen terme, c'est la réalité augmentée, où là, quelqu'un va sur les lieux avec une paire de lunettes, voit les lieux tels qu'ils sont aujourd'hui, et quand il chausse les lunettes, voit les lieux tels qu'ils étaient au moment où les choses se sont déroulées. On parle à Marseille, par exemple, de règlement de compte. On peut retourner sur les lieux. Les données sont dans la paire de lunettes. Et lorsqu'on chausse la paire de lunettes, on revoit les lieux tels qu'ils étaient au moment du règlement de compte. Et lorsqu'on se tourne, il y a tout un ensemble de GPS qui permet de voir exactement ce que vous auriez vu si vous étiez sur place au moment des faits. Voilà en une heure ce que je pouvais dire sur Crime 3.0 qu'on a donc développé depuis l'année dernière et qui, je pense, est une machine assez intéressante, je le dis, assez formidable et qui répond à des attentes, je pense, de la part de magistrats, mais également de la part d'enquêteurs, de posséder, en fin de compte, sur leur machine
un outil hyper simple qui permet de visualiser les lieux tels qu'ils étaient au moment des faits. Voilà, moi j'en ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, Jérôme me dit que non. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez poser des questions. J'espère au moins que cette présentation vous a intéressé. Ah. Merci. Merci à vous hein, d'être présent parce que c'est toujours un peu stressant, en fin de compte, de se lancer comme ça et de faire partager quelque chose avec les autres. On est convaincu de l'intérêt, mais bon, on est convaincu de l'intérêt de ce qu'on va présenter, mais voilà, c'est nous qui en sommes convaincus. Je ne sais pas si on est à la fois convaincant ou si même ça peut intéresser les autres, quoi. Voilà. En tout cas, nous, on trouve utile de le partager parce que c'est des choses qui sont à la disposition de tout à chacun et c'est toujours gênant de rencontrer un magistrat, un policier ou un gendarme qui nous dit « Ah, bah, si j'avais su, mince ». Alors, du coup, ça nous montre qu'on n'arrive pas encore assez à partager. Alors, une question. Alors, oui, j'ai une question. Pardon. Tout d'abord, sur le coût de son achat éventuel, c'est-à-dire d'une modélisation, je suppose. Le coût, on est sur des outils qui vont tourner. Alors, pour être très très large, hein, on est obligatoirement en dessous de 10 000 euros. On est très fréquemment en dessous, voire systématiquement en dessous de 5 000 euros. Ça dépend de la largeur. Si imaginez, vous avez une pièce à créer, un appartement, un immeuble ou les extérieurs. Ça peut changer, mais on est sur un coût qui est. Pour ça, quand je prends 10 000 euros, je suis sûr que je suis en dessous. Après, le temps de réalisation, normalement, on est, vu l'encombrement qu'on a aujourd'hui, on est sur 1 mois à peu près à le faire, mais s'il y avait des urgences, on pourrait certainement réduire les temps. Comment on transmet ces données aux magistrats? On transmet ces données aux magistrats sur une clé USB parce que ça représente, la modélisation 3D ne représente pas plus de 500 mégas. Donc, l'ensemble des données et l'ensemble des données, la modélisation 3D ainsi que l'ensemble des données qui nous ont permis de réaliser cette modélisation sont sur une clé que l'on transmet avec le rapport physiquement au magistrat mandant. Ensuite, on me dit, il y a cette question, car il y a souvent un blocage lié à l'installation du logiciel. C'est totalement vrai. Sauf que nous, en fin de compte, ce n'est pas un logiciel, c'est un exécutable. Donc, en fin de compte, c'est comme si vous ouvriez un doc. C'est pour l'instant, avec toutes les barrières qui existent, tous les pare-feux qui peuvent exister, il n'y a pas besoin de pare-feu parce que ce n'est pas un logiciel. C'est un exécutable. Donc, si, c'est un logiciel, mais c'est un exécutable que rien ne. Voilà, je ne sais pas, je dis toujours aux magistrats, s'il y a un problème, voyez avec votre spécialiste informatique si c'est un problème de barrière ou tout, et on n'a jamais de retour, et pour l'avoir fait avec eux, il n'y a pas de blocage informatique. Il y a le blocage de la clé, il faut vérifier la clé pour voir si elle a des virus, mais lorsque la clé est ensuite nettoyée, la clé normalement est fournie sans virus, mais bon, on ne sait jamais. Lorsque cela est passé, le logiciel en lui-même ne subit pas les blocages de sécurité informatique que peuvent avoir les magistrats ou les services de police ou de gendarmerie. Je ne sais pas si. Ok. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Mais en tout cas, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. C'est Laetitia, vous êtes de quel pays? Seriez-vous luxembourgeoise ou... De Belgique, d'accord.
Effectivement, en tout cas, et en plus, l'intérêt, c'est que moi, j'ai déjà fait une présentation un peu équivalente pour l'Argentine, puisqu'en fin de compte, les données, c'est les enquêteurs qui les prennent. Nous, dès lors qu'on a les données de la procédure, ben après, on n'a qu'à les modéliser. Et comme on n'a pas besoin de se rendre sur les lieux, comme en ont besoin Faro et Leica, ben nous, on peut faire une modélisation de nos bureaux, de tout ce qui, d'un endroit qui est n'importe où dans le monde, quoi. Faut-il encore qu'on puisse lire ces données? Alors, comme on lit aussi les PV, lorsqu'ils sont en français, ça va. Lorsqu'ils sont en anglais, ça va. J'avoue que lorsqu'ils sont en flamand, j'aurais peut-être plus de difficultés, mais bon, les photos sont quand même notre première source de données. Mais voilà, on peut vraiment faire des modélisations de tout et à partir des données qui sont dans la procédure. Donc, c'est très facilement compréhensible. On est vraiment dans l'axe de la procédure, donc on va vite retrouver où sont les données. Et pour l'utilisation, parce que c'est une vraie question, le blocage informatique, là, comme il n'y en a pas, il y a pas de souci. On est pour faire cette modélisation, je dis nous, pourquoi? Parce que si je suis l'expert référent, il y a une société qui est Perspective, et Romain Sénateur, que je remercie, qui en est le PDG, le directeur, quand avant tout c'est un ami, et m'apporte un véritable soutien et lui m'assure la technique. En fait, quand je lui donne les données, je dis ce que je veux, comment ça doit être organisé, et là, lui a les techniciens qui permettent de réaliser les choses telles que je souhaite qu'elles soient réalisées. Donc, on a une assistante technique qui nous permet de créer l'endroit et ensuite à nous de décider les actions que nous voulons mettre à l'intérieur et les liens que nous voulons créer. Donc, c'est un travail d'équipe qui se fait d'échanges et qui est une émulsion qui permet aussi d'aller vers l'avant. Et ce que j'aime bien, et c'est aussi le but de ces présentations, c'est vos retours. C'est-à-dire, bah ouais, c'est bien, mais ça pourrait être encore mieux. Et là, c'est encore mieux, bah, ça m'intéresse parce que ça permettra au système d'évoluer peut-être encore plus vite vers Crime 4.0.